quelque chose, mais savez-vous quoi? Ça ne dure pas longtemps. Parce que les clignements de paupières ne vont pas avec soudainement, parce que la bouche ne peut pas rester dans cette position-là trop longtemps, parce qu'à un moment donné, j'oublie qu'il faut que je me ferme la main comme celle-ci. Il y a des choses que je ne ferai pas, ça ne durera pas longtemps. Et la personne devant soi n'est pas obligée d'être une experte ou un expert en analyse du comportement pour filer qu'il se passe quelque chose. D'accord? Question? Oui, pour la deuxième. Tout à fait. Donc, là, tout ce qui est en haut ici, c'est beaucoup plus fort et ça démontre un peu ce qu'il y a. Tout à fait. C'est excellent, ça. Mais en fait, la hauteur des gestes, on appelle ça l'éléfaction et ça nous donne de l'information supplémentaire. Tout à fait. Donc, je vois qu'il y a de la synergologie ce côté-là également. C'est très bien. Donc, je vous pense quelqu'un qui va contrôler ses gestes et vous allez voir ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui contrôle ses gestes et qu'il est en monorythme, d'accord? François Hollande va être outré par son chef du budget qui a fait une fraude financière. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir semble déclarer un compte à l'étranger. Voyez-vous comment c'est monorythme? Un seul geste à la fois sur le mot. Je contrôle ce que je dis et donc les gestes s'en vont avec ça ici. Et ça peut être vraiment intéressant. Dernière vidéo sur le sujet ici. Deux femmes qui ont le même discours. Vous me dites laquelle des deux est beaucoup plus spontanée ou plus libre. Pas spontanée parce que les deux lisent leur texte, mais beaucoup plus libre dans leur discours. Allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Michelle Obama, hein, c'est clair. Hein? Donc, vous êtes apte maintenant à voir quelqu'un qui contrôle son discours pour des bonnes raisons. Hein? On ne qualifie pas bon ou pas bon, là. On est juste en train d'observer visuellement quelque chose. Ce sera avec notre question à la fin qu'on trouvera si c'est bon ou pas. Mais là, présentement, vous êtes capable de voir des gens qui contrôlent leur discours. Et ça, c'est important. Allons plus loin. Parlons des distracteurs scéniques et surtout de la première impression. D'accord? J'ai tout condensé ça ensemble avec les perceptions, nos croyances limitantes, hein, qu'on appelle. En fait, la première impression, il y a plein de documentation scientifique là-dessus, c'est très intéressant. Il y a des on voit la première impression en quelques millisecondes, etc. Tout à fait vrai. Je vais aller un peu plus loin, d'accord? Moi, je vais essayer de voir dans la première impression où est-ce que je fais faux bon. Parce que ça arrive. Notre première impression, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Mais notre drapeau a levé. Attention, c'est important. Le drapeau lève, c'est donc l'intuition qui monte, le feeling. Le feeling arrive, mon drapeau est levé, puis je me dis, oh, il se passe quelque chose dans cette première impression-là. Ça ne veut pas dire que je sais tout de suite qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, si je mets tout de suite un mot sur ce qui se passe, il se peut que ce soit un jugement au lieu d'être vraiment une analyse structurée. C'est ça la différence entre l'analyse du comportement et un jugement. Le jugement, je mets un mot tout de suite sur ce qui se passe. Attendons, soyons calmes, soyons patients. On va le voir éventuellement de toute façon. On va le voir arriver bien assez tôt avec tous les autres indicateurs, puis on va être encore plus sûr de nous. On risque moins de se tromper. Parce que quand on commence à mettre un mot tout de suite à la première impression, on se dirige dans cette ligne-là et on oublie tout le reste. Hein? En profiling, ça, là, c'est vraiment mal analysé. Il faut tout voir, être ouvert à tout. Donc, notre intuition en premier peut nous jouer des tours. Nos croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est « je crois que des gens comme ça, ils sont comme ça ». Donc ça, c'est très limitant, évidemment. Notre niveau d'empathie. J'ai marqué ça parce qu'on est tous des gens empathiques. Hein? On a quand, tu sais, à moins d'être des sociopathes ou whatever, et même encore, tu sais, l'empathie, ça fait partie des gens, là. Mais notre niveau d'empathie fait ça toute la journée.
Moi, si je rentre au bureau et que je suis de mauvaise humeur, là, je m'excuse, mais mon empathie est à moins dose. N'ai pas dans mon bureau commencer à me dire « Oh, j'aime pas ça, non, non, non. » Je vais être plus impatiente et un peu plus cadrée, d'accord? Mais si je suis de bonne humeur, mon niveau d'empathie est à plus 12. Donc, tu sais, durant la journée, se poser la question « Il est où mon niveau d'empathie pendant que j'analyse ici? » Nos peurs et nos perceptions. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il se peut qu'on les place dans une des 4 catégories suivantes. D'ailleurs, ça fait partie du Fight, Flight or Freeze, mais disons les 4 catégories suivantes. Amis, ennemis, procréateurs, indifférents. Je vous donne un exemple. Disons que je vais m'acheter des fruits. Je rentre dans le magasin de fruits et le commis aux fruits et légumes me dit « Bonjour madame, comment allez-vous? » Ah, lui, il devient mon ami. Il est positif, il me dit un beau bonjour, c'est fantastique, je suis bien contente. Ami. Je continue mon chemin, je vois un homme qui me plaît bien. Je vais le mettre dans procréateur ici. D'accord? Donc, procréateur. J'arrive maintenant au guichet pour payer. La dame ou la personne, l'agent à la caisse, est de mauvaise humeur. Ennemi immédiatement. Mais quand je sors du magasin, toutes les autres personnes, c'est indifférent. Donc, 4 possibles. Ça se passe toute la journée avec vos propres collègues et vos propres amis, d'accord? Et même votre famille. Vous êtes au bureau et puis vous voyez, je ne sais pas moi, Sonia partir. Bon, j'ai des termes canadiens, des non-canadiens, là. Donc, Sonia passait ici, puis Sonia a une mauvaise humeur. Bien, elle tombe dans l'ennemi tout de suite, jusqu'à temps qu'elle vienne me voir à la pause pour me dire, oh, ça va pas bien, puis là, elle tombe mon ami. Donc, nos perceptions, faisons attention avec ça. Saviez-vous que discuter avec des gens, ça coûte quelque chose? C'est pas gratuit cette histoire-là, discuter avec les gens. Il y a un coût à ça. C'est un risque. On peut, en discutant avec quelqu'un, premièrement, il faut avoir de bonnes raisons là, pour discuter avec quelqu'un, il faut avoir des objectifs, un but, il faut avoir de l'intérêt, il faut avoir le goût de discuter avec quelqu'un, il faut aller chercher de l'information, de la nouvelle information, il faut être engageant. Donc, aller chercher de l'information, ça nous prend vraiment une bonne raison de discuter avec quelqu'un, ne serait-ce que juste dire « Bonjour, comment ça va? » Le but, c'est de savoir que l'autre va bien. C'est ça qu'on veut savoir, d'accord? Mais le prix à payer, là, c'est que ça nous prend de l'énergie pour discuter avec quelqu'un. Hein? Ça prend de notre énergie à nous. On peut risquer de créer des relations encore plus négatives qu'au départ de la communication. On peut empirer le sujet de conversation. On peut empirer des enjeux même. On peut même utiliser du temps précieux qui nous est important pour nous. Alors, ça a un coût de discuter avec quelqu'un. Alors, quand vous discutez avec quelqu'un, il faut vraiment que l'autre soit participatif. Si l'autre n'est pas participatif, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer notre discussion? C'est ce qui va nous amener tout à l'heure au go et au no-go. Est-ce que pendant que je parle à quelqu'un, est-ce qu'il est dans un go ou un no-go? Parce que s'il est dans un no-go, je parle pour rien. L'information ne rentre pas. Alors, c'est là que je vais vérifier qu'est-ce qui se passe chez l'autre. D'accord? C'est très important. On est habitué d'avoir l'aspect verbal dans nos discussions. Et ça, là, c'est la base de tout, l'aspect verbal. Le problème, c'est qu'on se dit, bien, plus on va avoir de mots justes, plus on va avoir des bons arguments, plus on va discuter. C'est tout à fait vrai, c'est 100% vrai. D'accord? Mais quand on va argumenter ensemble, on va seulement avoir une argumentation de confrontation d'idées. Alors, si on n'a pas mis la relation en avant, parce que ce qui manque, c'est la mise en relation, si on n'a pas mis la relation au départ de notre rencontre, lorsqu'on arrivera à l'argumentation, personne ne trouvera pas une valeur à vous écouter, à vous entendre, à discuter avec vous, parce que la relation ne sera pas établie. Alors que si vous avez établi une relation avec la personne, dans l'argumentation, elle va prendre en compte ce que vous dites. Elle va aimer discuter avec vous. Elle va prendre le temps de discuter avec vous parce qu'elle mise sur une relation de qualité et la base de la relation, elle est importante pour cette personne-là. Alors, les mots, ça ne donne pas grand-chose dans l'argumentaire. Parce qu'on doit, pendant qu'on négocie, pendant qu'on discute avec quelqu'un, on doit avoir une relation avec pour qu'il reste devant nous. Parce que si l'autre n'a pas de bonne raison de rester devant nous, il va quitter. Parce que moi, si je n'ai pas une bonne raison de rester devant quelqu'un, je vais quitter.
Ça prend une raison et la raison, elle est relationnelle. Et ensuite, on va partager nos idées et on va voir si on a les mêmes idées ou pas. Et on va voir à augmenter nos propres idées, un et l'autre, avec nos visions. Donc, ça prend une attitude. Je vais utiliser le mot fréquemment, curiosité. La curiosité de l'être humain. Être curieux de l'autre et non dans sa tête. C'est quoi? C'est le point cognitif. Oui, évidemment, c'est la relation. C'est également... On va parler tout à l'heure de la visioconférence, ce qui se passe en visioconférence également. C'est un processus ou de propositions soumises, le go et le no-go, vous connaissez peut-être déjà. Chaque proposition est évaluée avant d'être soumise à l'autre personne. Je vérifie si l'autre personne est dans un état de recevoir ce que je vais lui dire. Surtout si c'est une discussion difficile. Si c'est une discussion difficile, sachez bien que la personne qui est submergée par ses émotions, par un état négatif, par trop d'informations, ne sera pas réceptive. Il faut donc vérifier l'état de la personne et pour ça, ça prend des habiletés relationnelles pour être capable et de la curiosité de l'autre. Et c'est comme ça qu'on sait si on fait le go ou le no-go ici. En visioconférence, je vous donne quelques points seulement, d'accord, parce qu'on n'a pas toute une session d'université. Là, on a 2 heures ensemble. Quelques points en visioconférence qui sont aussi bons en présentiel, hein, d'ailleurs, mais quand même. Communiquer avec les plateformes, c'est beaucoup, en fait, il y a des études assez intéressantes sur le sujet qui parlent de fatigue Zoom ou de fatigue Teams. Donc, la fatigue vraiment de la lourdeur. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne les réunions les unes après les autres. Parce que quand on enseigne en ligne, c'est plus demandant. On va voir aussi pourquoi c'est plus demandant. S'il y a une présence incomplète de l'autre, et ça, c'est difficile pour nous parce qu'on ne sait pas ce qui se passe alentour de l'autre et de nous. D'ailleurs, on n'arrive pas à connecter réellement avec l'autre parce que c'est difficile au neurone miroir de se mettre en miroir avec l'autre. D'accord? Et d'ailleurs, il y a toute une histoire d'écran, de ci, de ça, vous allez voir tout à l'heure, je les ai mis. Un manque d'immersion, les discussions sont moins fluides. Essayez d'avoir des discussions en groupe. C'est difficile, c'est une personne à la fois et puis c'est vraiment lourd, là. On ne peut pas avoir une sous-discussion extrêmement importante et ensuite l'amener au groupe parce que ça va déranger. On est obligé de parler un à la fois et c'est difficile des fois de savoir qui veut parler. Dieu merci, il y a la main qui va lever, mais quand même. Donc on devine moins qui veut parler. Aucune discussion parallèle. On ne distingue pas toujours clairement les regards, les expressions. Difficulté de socialiser, évidemment. Bon. Maintenant que j'ai donné le côté négatif, moi, j'aime toujours voir le côté positif aussi des choses. Allons voir qu'est-ce que ça nous donne de parler et de discuter en visioconférence. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les gens. Évidemment, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. Alors, j'analyse les gens qui sont actifs et les gens qui sont passifs. Les gens actifs sont faciles et sont vraiment intéressants et on a le goût de discuter avec eux. Hein? Les gens actifs, pourquoi? Parce qu'ils lèvent la main, parce qu'ils discutent, parce qu'ils veulent interagir, parce qu'ils chattent des réponses dans le chat pendant qu'on parle, parce qu'ils discutent avec l'autre dans le chat, donc il y a de l'interaction sur le même sujet, il se passe quelque chose, ils sont avancés sur leur chaise devant l'écran, ils regardent l'écran, ils sont engagés. Maintenant, les gens passifs. Les gens passifs, c'est là où est-ce qu'on se dit que ça coûte quelque chose, hein? Faire une discussion. Bien, la personne qui a organisé la visioconférence, elle a mis du temps à la préparation de cette visioconférence-là. Elle apprécierait que les gens soient présents, soient actifs, parce qu'elle n'a pas travaillé pour rien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont passifs devant l'écran? Bien, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'organisateurs de l'événement en visioconférence, bien, on pense qu'il y a du désintérêt, que la personne est surchargée et qu'elle fait autre chose pendant ce temps-là, qu'elle ne sent pas la responsabilité. Mais on se pose la question, pourquoi elle est venue passer du temps en visioconférence si elle ne s'intéresse pas à tout ça? D'accord? Donc ça, il faut faire attention.
Caméra fermée, en petit groupe, d'accord? Attention, en grand groupe, c'est normal d'avoir les caméras fermées pour toute la bande passante et tout, c'est normal. Mais quand on est en petit groupe, c'est comme rentrer dans une salle avec un papier, un sac de papier sur la tête. Donc, pourquoi on ferme notre caméra quand on est en rencontre avec des gens qui ont pris le temps d'organiser ça? C'est important, d'accord? Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant ces moments-là? Ben, ils prennent leurs appels, ils répondent à des courriers électroniques, ils font autre chose et les gens qui ont organisé trouvent qu'ils perdent leur temps. Alors, faisons attention lorsqu'on est passif dans une visioconférence. Pensez toujours à la personne qui a organisé ça. Communication relationnelle, c'est le mot-clé, d'accord? Maintenant, je vais juste vous nommer les indicateurs qu'on peut analyser lorsqu'on est en visioconférence. Et moi, je peux juste vous dire que j'adore ça. Évidemment, je peux faire en présentiel. Mais pourquoi j'adore ça? Parce qu'on est tous en face à face. Là, présentement, vous êtes un à côté de l'autre. Hein? Vous ne pouvez pas regarder l'autre personne comme ça ici. Hein? Ça ne se fait pas, ça, ici. Donc, ce qui se passe quand on est en visioconférence, on voit tout le monde en face à face. On a un écran où est-ce qu'on voit tous les visages et quand on dit un mot, il y a des réactions qui popent. Souvent en même temps, des fois en alternance, il se passe des choses. On voit même la complicité, on voit des choses très intéressantes en visioconférence parce qu'on voit du face à face. Et ça, c'est important. Regardez bien tous les éléments qu'on voit dans une visioconférence. Donc, quand on pense qu'on voit juste la tête, ben non. En fait, il y a tout ça qu'on peut voir. Les axes de tête, les regards, les mains croisées, des stratégies, des signes de rejet, des émotions, hein, des analyses quand on fait nom de la tête, configuration des mains, etc., etc. Donc, on voit tout ça. On voit même les réactions quand quelqu'un parle, la réaction des autres pendant que cette personne-là parle. Donc, on peut voir sa relation avec les autres. Beaucoup d'éléments analysés en visioconférence. Maintenant, il y a des erreurs communicationnelles en visioconférence. Quand c'est nous qui commençons la visioconférence, on a le droit d'apporter des règles. En fait, je propose d'apporter des règles quand vous commencez une visioconférence. Demandez aux gens de repositionner leur écran pour voir le haut du corps. Demandez aux gens de regarder l'écran, parce que quand on a deux écrans, on a tendance à regarder là et puis l'autre voit notre oreille, d'accord? C'est une mauvaise communication, ça, ici, d'accord? Donc, faites attention à ça. Vérifiez vos lumières, vérifiez un paquet d'affaires. Regardez, ça, c'est un risque émergent ici, en visioconférence. Pourquoi c'est un risque émergent? Parce qu'il n'y a pas l'air à m'écouter, il y a une émotion négative, hypotonique, gardée pour lui. Ça veut dire qu'il n'est pas participatif ici. C'est pire quand ça s'en va comme ça ici, d'accord? C'est clair qu'on lui pose une question rendue là parce que ça va moins bien. Faites attention à vos backgrounds virtuels. Ça peut jouer dans votre communication parce que ça enlève du professionnalisme. Parce que si vous bougez un peu, ça fait des drôles de mouvements derrière. Avec les cheveux que j'ai, moi, je ne peux pas mettre un background comme ça parce que c'est vraiment l'enfer. Donc, vraiment vérifiez vos backgrounds ici. C'est vrai que quand on voit seulement que le petit toupette ici ou le front, c'est moins communicatif. Il y a des gens qui ne prennent pas la peine de regarder qu'est-ce qu'ils ont l'air en visioconférence. Ce serait important et ce serait vraiment respectueux même. Faites attention, encore une fois, cet homme-là disait des choses extrêmement sensibles et importantes, mais en fait, sa tête était coupée de moitié à chaque fois qu'il bougeait. Donc, je n'écoutais plus du tout. Je faisais juste me demander à quel moment il allait bouger. J'avais hâte qu'il bouge. Donc, vraiment, ça coupe du professionnalisme. Vos tablettes, hein? Donc vos tablettes, là, si vous les mettez sur la table pendant que vous faites une réunion, bien, on vous voit le dessous du nez. Ce n'est pas non plus très professionnel. Vérifiez ça ici. Centrez-vous au moins dans l'écran également, c'est important. Regardez vraiment ce qui se passe. Je vais vous montrer une vidéo et je vais vous montrer comment c'est important et comment je trouve que moi personnellement, je trouve que cette personne-là a vraiment une bonne communication en visioconférence. On va essayer de trouver pourquoi ensuite. Allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous pensez qu'on pourrait l'écouter? Parce qu'elle a de l'énergie, parce qu'on voit tout le haut du corps, parce qu'elle est engagée en avant, parce qu'elle regarde la caméra comme si elle nous regardait, pour toutes ces bonnes raisons-là. Alors, quand vous êtes en visioconférence, vous devez avoir 2 fois plus d'énergie que vous avez présentement.
Pourquoi? Parce que l'autre ne ressent pas votre énergie. Vous êtes obligé de la mimer pratiquement pour que l'autre adhère à ce qui se passe. Parce que si vous êtes stoïque, la personne elle va perdre tout de suite la concentration. C'est déjà difficile de rester concentré. Imaginez les apprenants quand ils sont toute la journée à écouter les professeurs en visioconférence, c'est excessivement difficile. Surtout quand on voit seulement que la petite capsule dans le coin où on voit l'enseignant qui ne bouge pas. C'est encore plus difficile. Alors vraiment, c'est important. C'est ce qui s'appelle la communication relationnelle. Je veux vous donner quelques items de signes de rejet. Pourquoi c'est important les signes de rejet dans une réunion ou pendant qu'on enseigne, quand on discute avec quelqu'un? Parce que ça va nous donner une idée de comment ça se passe dans notre discussion avec l'autre. Donc, je vous donne des items qui sont vraiment étranges. Vous allez voir, là, c'est très étrange, mais ça va vraiment vous aider à savoir qu'est-ce qui se passe devant vous. Maintenant, attention, quand vous voyez un geste de rejet, ne soyez pas déprimé. Le rejet là, peut être parce que le temps passe trop vite, parce qu'on ne comprend pas trop, parce qu'on veut aller, on va aller plus vite, parce que ce n'est pas nécessairement sur votre personnalité à vous ou contre vous. Alors, c'est ce qu'il faut questionner, évidemment. Je vous donne quelques gestes de rejet. Pourquoi c'est important encore dans la communication relationnelle? Si vous me dites, Christine, j'ai besoin de ton dossier demain matin 9h, et que pendant que vous me dites ça, je fais mon petit geste de rejet avec l'épaule, puis que vous ne voyez pas que j'ai fait un geste de rejet avec l'épaule, vous allez me dire, demain matin 9h, je suis dans ton bureau. Moi, je vais sortir de votre bureau, je vais être un petit peu de mauvaise humeur. Vous ne comprendrez pas trop pourquoi. Vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, Christine? C'est étrange. Maintenant, si je fais mon petit geste de rejet pendant que vous me dites, Christine, j'ai besoin de ton dossier demain matin 9h. Vous voyez mon petit geste de rejet. Vous ne dites pas « Ah ah! » Vous venez de faire un geste de rejet. Vous vous dites « Christine vient de faire un rejet sur le délai. » Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer parce que vous n'avez de besoin demain matin 9h. Vous allez prendre la date avec moi. Et ensuite, vous allez dire « Est-ce que c'est correct, Christine, demain matin 9h? Je sais que le délai est court. Est-ce que tu veux qu'on travaille ça ensemble? » Bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais dire, je suis contente que tu m'en parles parce que demain, c'est vraiment difficile. Quand je vais sortir de votre bureau, moi qui ne pouvais pas demain matin 9h puis qui a fait le geste de rejet, quand je vais sortir de votre bureau, je vais dire, mon Dieu, que c'est agréable de travailler avec toi. C'est donc facile de travailler avec toi. On dirait qu'on se comprend bien. C'est juste que vous faites vraiment, vous analysez ce qui se passe au fur et à mesure dans votre discussion. Et c'est à ça que ça sert. Allons-y. Donc, mouvement de rejet ou de refus. Il y a deux mouvements ici. Voyez-vous la main qui est en avant ici, qu'on appelle une M4 ascendante. Et ensuite, on a une M5, c'est-à-dire un mouvement sur le côté ici, horizontal. Donc, laquelle des deux mouvements est le signe de refus selon vous? La première ou la deuxième? La première, excellent. Ça, c'est « Oh, non merci, je refuse ». Mais le rejet, on y va sur le côté ici. Non, ça, je ne veux pas ça. Voyez-vous la différence déjà? Refus, rejet. Parce que le refus, ça se peut que je dise oui tout à l'heure. Si vous m'offrez là un mets marocain, puis que je dis « Oh non, merci », « Ah, finalement, oui », bien c'est ça. J'ai encore le droit de dire oui. Si je rejette catégoriquement, c'est catégorique. Déjà, cette petite notion-là, elle est importante dans la communication. Donc, ne soyez pas déprimés si quelqu'un vous fait la M4 comme ça ici. C'est juste que la personne refuse pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être non. Maintenant, balayez les miettes sur la table. Étrangement, c'est un signe de rejet. Alors ça, c'est intéressant à voir. Regardez, je l'ai mimé ici là, pour pas avoir à le faire devant vous et que vous ne le voyez pas bien. Allons-y ici. Donc, on va voir le petit signe de rejet ici avec les fausses miettes, les fausses poussières sur la table. Voilà.